Bonjour et bienvenue à notre premier webinaire français intitulé Mise à jour d'avant-saison de TaxCycle. Je m'appelle Maryse Venn, je suis agente de soutien et formation aux clients. Aujourd'hui, je vais vous présenter des nouvelles fonctionnalités et vous parler de nouveautés à venir. Je vais donner un bref aperçu de certains changements fiscaux et leur adaptation dans TaxCycle. Je vais revoir les fonctionnalités qui vous ont peut-être échappé ou ont passé inaperçues et je vais répondre à une question qui nous est fréquemment posée, à savoir comment transmettre une déclaration modifiée si ce n'est pas moi qui l'ai produite. Sans plus tarder, laissez-moi ouvrir TaxCycle pour la démo. Le premier item dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'importation des fichiers IGRF dans les déclarations T2 et T53. Donc, c'est possible présentement d'importer les fichiers qui ont été extraits à partir de logiciels comptables. Il s'agit d'aller dans Données et vous allez sur Importer l'IGRF et vous choisissez Importer un fichier IGRF. Nouveau cette année, il est maintenant possible d'importer les renseignements de l'IGRF directement à partir de Sage Comptabilité. Laissez-moi d'abord ouvrir l'annexe 100 pour vous montrer qu'il n'y a rien d'inscrit dans l'annexe, sauf les reports que j'ai faits, bien entendu. Donc, c'est la même chose. On va cliquer sur « Données », Importer l'IGRF, mais cette fois, on va choisir « Importer les données de l'IGRF de Sage Comptabilité ». TaxCycle communique avec Sage pour aller chercher les informations et va tenter de faire correspondre le fichier ouvert à une entreprise du compte Sage. Si toutefois il n'aurait pas réussi ou que j'aurais plus d'un compte, ici je vais juste le fermer pour vous montrer, je pourrais faire la recherche à partir du champ de recherche ou je pourrais simplement sélectionner à partir de la liste qui apparaît. Dans mon cas, je vais choisir Coffre d'outils mobile parce que c'est celui qui correspond. Et puis je vais cliquer sur Importer données IGRF. Une fois terminé, on clique sur Fermer. Et puis, on peut voir que les données ont maintenant rentré dans l'annexe 100 ainsi que dans l'annexe 125. Je vais maintenant passer à une T1 pour vous montrer les taux de change. Donc, à partir du T3, vous avez ici une flèche de déroulement qui vous permet de choisir la monnaie étrangère pour sélectionner le taux de change, qui sera le taux de change moyen. Si vous voulez avoir un taux de change plus précis, positionnez le curseur sur le champ Taux de change, allez au menu Outils et cliquez sur Taux de change. Il m'apparaît maintenant le tableau de la Banque du Canada. Donc, je vais aller choisir ma devise. Dans mon cas, je vais choisir les euros. J'ai maintenant ici les taux annuels et les taux mensuels pour ma devise européenne. Vous remarquez ici, il n'y a rien dans le taux annuel pour 2020. C'est simplement parce que ce n'est pas disponible encore. Aussitôt que ça va être disponible, on va le voir apparaître. Supposons que là, je voudrais prendre un taux annuel pour 2017. Je vais cliquer sur 2017 et vous voyez maintenant qu'apparaît dans le bas le taux journalier. Si vous voulez prendre le taux annuel, vous cliquez sur le taux annuel. Si vous préférez le taux mensuel, choisissez le mois voulu. Et à partir du mois, vous pouvez aussi venir choisir le taux journalier. Donc, je vais y aller avec le 9 juin. Une fois que j'ai fait ma sélection, je vais cliquer sur « Copier au champ » et je vais fermer. Et vous voyez maintenant, le taux apparaît dans le champ ici. Si je positionne mon curseur sur le petit M, qui est un mémo, je peux voir ici qu'il s'agit du taux européen le 9 juin 2017. Je pourrais supprimer le mémo ou retirer l'entrée directe si je voudrais là, éliminer le taux. Ce taux d'échange-là, vous pouvez vous en servir dans n'importe quel formulaire où les taux d'échange sont requis, soit le T3, le T5 ou l'annexe 3 détaillée. Je vais retourner à ma présentation pour vous parler de notre prochaine nouveauté, Dossier fiscal. Il s'agit d'un portail sécurisé qui permet la signature électronique et le partage de documents de tout genre avec vos clients. La demande de signature est faite directement de TaxCycle à partir d'un modèle de lettre que vous pourrez personnaliser au besoin. Le client va recevoir un courriel
avec le lien pour accéder les documents dans Dossier fiscal. Le client devra s'authentifier avec les 4 derniers chiffres de son numéro d'assurance sociale, son nom et la date de naissance. On a aussi l'intention de fournir une authentification à 2 facteurs avec texte SMS. La signature est faite avec le doigt ou la souris sur un cellulaire, un ordinateur ou à partir d'une tablette de signature. TaxCycle va garder un suivi du statut de la demande et affiche un avertissement aussitôt que le client a signé et retourné le document. Le flux des travaux va se mettre à jour automatiquement avec la date de réception. De plus, une copie du document signé est sauvegardée dans la déclaration pour référence ultérieure. Vous allez pouvoir consulter et gérer les demandes dans le portail ainsi que sortir un rapport à partir du gestionnaire de clients. Important de mentionner ici que ça va être disponible seulement qu'à partir de janvier 2021. Pour cette première année, on va limiter nos offres aux premiers 500 clients de TaxCycle. Tout comme pour TaxCycle, Dossier fiscal est licencié par utilisateur. Le premier utilisateur va pouvoir inviter à son portail Dossier fiscal jusqu'à 500 de ses clients. Chaque utilisateur additionnel pourra inviter 250 clients de plus. Il n'y a aucune limite sur le nombre d'enveloppes ou de demandes que vous pouvez faire. Très important de noter que l'interface va être en anglais seulement pour cette année. Notre objectif est de l'offrir en français dans un an, soit en janvier 2022. On a déjà quelques outils de planification, tels la grille de calcul T1, TP1, prendre un instantané et montrer l'écart, ainsi que définir une déclaration comme étant en mode planification. Cette année, on a rajouté un nouvel outil qu'on appelle le sommaire scénario T1. Donc, on va commencer par faire une recherche rapide pour scénario. Et j'ai juste besoin de taper les premières lettres, il m'apparaît déjà. Je vais l'ouvrir. La première colonne ici représente le montant tel qu'ils sont dans la déclaration présentement. Moi, je vais me préparer à faire des scénarios pour des REER. Tiens. Étant donné que dans la déclaration que j'ai présentement, je n'ai pas de REER, je vais commencer par ajouter un scénario ici. Et là, vous voyez, les chiffres sont pareils parce que je n'ai rien changé. Et lui, je vais l'appeler sans REER. Maintenant, je vais aller rajouter une contribution REER. Ici, on va dire 1000 $. Maintenant, pour créer le scénario, je vais aller au menu Outils et sélectionner Ajouter un scénario que je vais appeler plus 1000. Et je vais lui demander de le créer. Si on retourne au scénario ici, vous allez voir que maintenant, j'ai une deuxième colonne avec le titre plus 1000 qui représente maintenant les montants de ma nouvelle contribution REER de 1000 $. Je vais aller en rajouter quelques-uns de plus ici. Je vais mettre 2000, tiens. On va ajouter un scénario qu'on va appeler plus 2000. Créer, je vais en faire quelques-uns ici. Ajouter scénario, plus 5000. Créer. On va dire 10 000. On va l'ajouter lui aussi. Puis je vais en rajouter un autre. 8 000. Et je vais l'ajouter. Si je retourne maintenant à mon scénario, vous voyez que j'avais rajouté 8 000 et 10 000, puis je ne les vois pas ici. Sur la page des scénarios, vous allez voir seulement 4 colonnes. Si vous voulez voir les autres colonnes, vous allez cliquer sur « Gérer les scénarios ». Et là, vous allez voir tous les scénarios qu'on a rajoutés. Puis vous pouvez venir les déplacer pour les montrer là, dans l'ordre que vous voulez. Donc, si je voudrais voir le 10 000 et le 8 000, je vais les déplacer. Maintenant, je vois le 10 000 et le 8 000. Je pourrais retourner déplacer à nouveau. Bon, je ne veux pas voir le 100 REER. Je vais le mettre à la fin. Maintenant, je ne vois que des montants. Je peux aussi revenir gérer les scénarios et supprimer ceux dont je ne veux pas. Je ne veux pas le 8 000, je ne veux pas le 5 000
Et je ne veux pas le 100 REER, je vais garder que le 1000, le 2000 et le 10 000. Le sommaire des scénarios peut être imprimé, soit en cliquant à droite et sélectionner d'imprimer le formulaire, comme tous les formulaires d'ailleurs, ou vous pouvez l'ajouter à un jeu d'impression sans problème. Puisqu'on parle de sommaire, il y a peut-être un élément que vous n'avez pas encore remarqué. Il s'agit du sommaire du flux des travaux. On le retrouve en haut de l'onglet Préparer, sous Identification, ici, Flux travaux. Il s'agit d'un sommaire qui vous permet de voir d'un coup d'œil rapide l'état actuel des tâches tel qu'indiqué dans le volet latéral Suivre, ici. Donc, vous remarquez ici, les tâches sont les mêmes. Vous les voyez sur une seule page qui peut être imprimée. La chose à remarquer ici, c'est que vous ne pouvez pas travailler sur le sommaire du flux des travaux directement, c'est-à-dire vous ne pouvez pas cocher les cases ici. Vous voyez, j'essaie de cocher, ça ne coche pas. Pour cocher les cases, il faut absolument le faire à partir du volet latéral. Je vais vous montrer ici. Vous pouvez cocher les cases et vous voyez, elles se cochent sur le sommaire du flux des travaux. Et on voit ici les mêmes informations, telles le nom de la personne et la date où la tâche a été terminée. Pour imprimer, vous pouvez cliquer à droite sur la souris et choisir Imprimer formulaire ou cliquer sur le bouton d'impression dans le coin supérieur droit du volet latéral Suivre. Vous pouvez aussi l'ajouter à un jeu d'impression si désiré. L'autre élément que je voulais vous parler, il s'agit de la facturation T2. Donc, je vais passer dans mes options ici. Dans la facturation, il y a deux volets. Il y a un premier volet ici sous Préparation des déclarations qui est le volet où vous rentrez vos numéros de facture et les numéros là, de taxes. Et ça, c'est commun autant au T1 qu'au T2. Pour inscrire les tarifs de T2, vous passez sous l'onglet T2 ici. Vous allez sous Tarifs. On a rajouté les tarifs simplement pour 2019 et 2020. Je vais choisir 2019 où j'ai déjà quelques tarifs d'inscrits. Il suffit simplement d'inscrire le montant voulu selon les formulaires désirés. Je vais masquer ici ceux qui sont à 0 pour vous montrer que j'en ai quelques-uns d'entrée. Pour les copier à 2020, c'est simple. Vous allez cliquer à droite sur la souris et vous allez choisir d'appliquer les options à 2020. Et là, j'ai tous les tarifs qui se sont reportés pour 2020. Je peux choisir de les augmenter 1% à la fois, donc aussi souvent que je clique. Et remarquez que ça augmente tous les tarifs, pas seulement qu'un, mais bien la liste de tous les tarifs que vous avez d'inscrits. Au même titre, vous pouvez les réduire de 1%. Une fois terminé, n'oubliez pas de cliquer sur « Appliquer » pour l'appliquer à la déclaration d'ouverte et « OK » pour sauvegarder pour les nouvelles déclarations. Moi, pour les besoins de la cause, je vais l'annuler parce que je ne veux pas les garder. L'autre point dont je veux vous parler, c'est le MR69. Donc, je vais faire la recherche ici pour le MR69. Et voici. L'année dernière, il y a eu plusieurs préparateurs qui nous ont dit qu'il y avait eu des problèmes de transmission avec la MR69. Je veux juste vous apporter des petits points à vérifier pour éviter ces problèmes-là. Donc, si vous regardez dans le coin en haut de la page à droite, le coin est tracé. Et vous avez la même chose dans le coin gauche en bas. Et ça, c'est vrai pour toutes les pages du formulaire MR69. Donc, il y a le coin en haut et le coin en bas pour chaque page. Très important, quand vous numérisez le MR69, de vous assurer que ces coins-là sont visibles. Il ne faut pas que les coins soient pliés, il faut absolument que les coins soient vus. Les systèmes de Revenu Québec se servent de ces coins-là pour aligner et repérer l'information sur les documents. Donc, toutes les pages, il faut avoir les coins. Et la troisième page de signature, autre point important, vous remarquez ici, il y a des petits codes à barre. Il y en a un là et il y en a un deuxième ici. Ça sert à trouver, entre autres, la case 60 qui doit absolument avoir été cochée. Elle peut avoir été cochée par le système ici avant l'impression ou cochée manuellement. Ça n'a pas d'importance, mais il faut qu'il y ait un crochet dans la case 60. Et bien entendu, il faut la signature ici aussi. Donc, assurez-vous que la signature soit lisible, qu'elle n'emboîte pas sur le petit code à barre ici. Mon prochain point, retransmettre.
Comment transmettre une demande de redressement pour une déclaration si ce n'est pas moi qui l'ai soumise à l'origine? Je vais vous donner deux façons de faire. La première, qui est de recréer la déclaration telle qu'elle a été soumise. Comme l'ARC exige que la déclaration initiale ait été soumise électroniquement, le bouton « Retransmettre » sous l'onglet « Transmettre » n'apparaîtra pas tant que la déclaration n'aura pas été initialisée comme ayant été transmise avec succès. Donc, à partir de la barre latérale « Suivre », et je vais juste diminuer ici, sous « Transmission et production », on va l'agrandir un petit peu. Je vais venir, premièrement, attribuer le numéro de la TED. Vous pouvez écrire à peu près n'importe quoi dans ce champ-là, ça n'a pas d'importance. Et je vais l'assigner. Comme je suis au Québec, je vais devoir faire la même chose pour la TP1 Québec. Ici, encore agrandir, attribuer le numéro pour Revenu Québec. Bon, je rentre n'importe quoi encore une fois et je l'assigne. Une fois que les numéros ont été assignés, on va aller sous le menu Outils et on va choisir de prendre un instantané. Encore une fois, étant donné que je suis au Québec, il va falloir que je prenne deux instantanés. Je vais prendre le premier tel que soumis, utilisé pour la T1 ADJ. Je vais lui donner une description. Je vais dire que ça a été fait par Joe. Et je vais le créer. Je vais devoir reprendre le deuxième instantané pour le Québec. Je vais encore inscrire Joe. Je vais dire TP1 tel que produite et créer. Maintenant, je vais procéder à faire les correctifs. Alors, je vais y aller simplement. Je vais aller sur mon T4. Je vais aller changer le montant ici. Ce n'était pas 75 000, c'était 78. Et je vais aussi m'assurer que mon montant au Québec représente 78 aussi. Et là, vous voyez apparaître un bulletin. Il y en a deux, en fait. Il y en a un premier pour créer le TP1R et un deuxième pour créer le T1 ADJ. Je vais cliquer sur Créer T1 ADJ. Ici, je vais choisir de l'envoyer par retransmettre. Et vous allez voir, à partir du moment que je fais ça, maintenant, sur mon onglet Transmettre, j'ai le bouton T1 Retransmettre qui apparaît. Donc, je vais faire la même chose pour mon deuxième, créer un TP1R. Je vais aussi choisir de transmettre par ImpoNet et on va voir ici le bouton TP1 modifié qui apparaît. La deuxième façon dont je voulais vous montrer, et puis je vais me servir de la conjointe Pierrette pour le faire. La deuxième façon dont je voulais vous montrer, c'est une situation où vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas recréer la déclaration telle qu'elle a été soumise. Dans ce cas-là, vous allez créer la déclaration modifiée. Une fois complétée, on va ajouter un T4. Je vais le marquer comme quoi que c'est au Québec parce que je veux que ça l'affecte autant le fédéral que le Québec. Je vais l'inscrire pour 10 $. Et là, je vais lui dire de l'inscrire sur mon relevé 1. Une fois le montant inscrit, je vais prendre l'instantané tel que soumis T1 ADJ. Je reprends l'instantané TP1R tel que produite. Et là, je vais venir supprimer le feuillet que j'ai fait. Donc, je vais lui confirmer. Et là, m'apparaît maintenant mon bulletin pour mon TP1R et mon T1 ADJ. Donc, je vais simplement dire « Créer T1 ADJ » et je vais, encore une fois, choisir de retransmettre, faire la même chose pour le TP1R, choisir de transmettre par ImpoNet pour faire apparaître mes boutons TP1 modifié et T1 retransmettre. Vous allez remarquer que les formulaires T1 ADJ et TP1R ne reflètent aucunement les corrections. Donc, ne pas utiliser cette méthode pour les envoyer par la poste. Cette méthode est bonne que pour la transmission électronique d'une correction, étant donné que c'est la déclaration au complet qui est transmise. L'ARC et Revenu Québec font la comparaison. Un petit truc ici, si vous utilisez les onglets pour naviguer et préparer la déclaration,
Il est possible que selon que vous préparez ou faites la vérification d'une déclaration, vous aimez voir différents onglets. Il est possible de définir 2 jeux d'onglets différents. Je vais en fermer quelques-uns ici, là. Je vais aller voir combien j'en ai d'ouverts. OK, on va supposer que ça, c'est les formulaires que j'utilise quand je prépare la déclaration. Ici, je vais choisir de les enregistrer comme onglet courant par défaut. Là, je vais aller en fermer quelques-uns ici. Lorsque je fais ma vérification, j'aime bien voir mon sommaire des États ainsi que mon sommaire 2 ans. Donc, je vais les ouvrir. Je vais revenir ici encore et je vais enregistrer les onglets courants comme onglet de révision. Maintenant, quand je veux les utiliser, je vais cliquer à droite sur ma barre d'onglets et je vais choisir d'ouvrir les onglets par défaut. Et là, vous voyez, je suis revenu à mes onglets que j'avais sauvegardés par défaut. Si je veux retourner à mes onglets pour la vérification, je vais ici ouvrir les onglets de révision et je reviens à mes onglets de révision. Pour mon prochain point, je vais retourner à la déclaration de Pierre. Je vais aller sur le T2125. La première chose que je veux vous montrer, c'est le code d'activité économique ici. Je ne l'ai pas complété. Je peux choisir à partir du menu déroulant ici, mais ça ne me donne pas beaucoup d'informations, j'ai juste une petite description. Si je veux avoir plus d'informations, je peux positionner mon curseur sur le champ du code économique et appuyer sur la touche F6 de mon clavier. Ça ouvre la classification des codes. Vous avez la liste des codes ici. Pour chacun des codes, si je clique sur un code, vous voyez, j'ai un détail pour le code en question. Donc, je peux cliquer sur plusieurs codes pour voir le détail de chacun. Dans mon cas ici, je vais faire la recherche pour biscuit. Ma liste est maintenant réduite pour me montrer que les codes où le mot biscuit fait partie de la description. Je peux venir cliquer sur un code pour vérifier si la description correspond bien au service de l'entreprise. Dans mon cas ici, si je ne me trompe pas, je pense que c'est boulangerie-pâtisserie. Oui, je vois, c'est bien ça. Donc, je vais cliquer sur OK. Et vous voyez maintenant, le code est entré avec la description. Maintenant, supposons que j'avais complété mon T2125 dans la déclaration de Pierre, mais ce n'est pas à Pierre que ça allait, c'était à Pierrette. Un autre petit truc, c'est que je peux cliquer ici à droite sur la souris et je vais choisir Copie lucide. Je vais passer à la déclaration de Pierrette. Je vais ouvrir le T2125 pour Pierrette. Je me positionne sur le formulaire, je clique à droite et je clique Coller. Et vous voyez maintenant l'information est entrée pour Pierrette. Maintenant, parce que je m'étais trompée, je l'avais rentré à Pierre et que ça appartenait à Pierrette, je veux changer ici la quote-part. Donc, je vais aller supprimer le nom de Pierre. Je vais me positionner sur le champ, je vais cliquer à droite sur la souris et puis là, je vais choisir Supprimer la rangée. Toute l'information est disparue pour Pierre. Et si je remonte en haut, vous voyez maintenant que la quote-part s'est ajustée. Mais Pierre, lui, a encore le T2125 et tous les formulaires qui s'y rattachent. Donc, pour les supprimer, je vais positionner mon curseur sur le formulaire, cliquer à droite sur la souris et sélectionner Supprimer le formulaire. Je vais confirmer. Et là, vous voyez tous les formulaires T2125 et les formulaires qui étaient rattachés sont disparus. Il y a des formulaires où je n'ai pas l'option de supprimer formulaire. Le formulaire don en est un. Supposons que je l'ai complété par erreur. Je pourrais cliquer à droite sur chaque ligne et sélectionner Supprimer la rangée. Mais comme j'aime les petites solutions rapides, je vais choisir d'aller sous le menu Accueil, Modifier, Formulaire et Effacer les données. Je vais confirmer et voilà, mon formulaire est maintenant vide. Tout s'est effacé d'un coup.
Saviez-vous qu'il est possible de lier un document Word, Excel ou PDF à n'importe quel champ de n'importe quel formulaire? Je vous donne un exemple. Quand j'ai fait le PRD, soit le téléchargement des données de l'ARC, mais plutôt qu'importer un grand nombre de feuillettes et 5008, j'ai choisi de les sauvegarder dans un document Excel et j'ai consolidé le tout en 3 feuillettes et 5008. Mais là, j'aimerais bien garder ma liste détaillée liée à ma déclaration pour référence ultérieure. Donc, je vais aller chercher mon document Excel ici, je vais cliquer dessus, puis je vais le déposer dans un champ. Moi, je vais le déposer dans le champ d'émetteur de mon premier feuillet T5008. Vous voyez la petite trombone verte qui apparaît? Ça m'indique qu'il y a un document qui est attaché. Quand je positionne le curseur dessus, je vois l'adresse du document. Je peux aussi aller voir sous le volet latéral lié, pièce jointe. Je vois ici aussi le même document. Si je ne me souviens pas où était attaché mon document, je pourrais venir cliquer sur mon onglet Préparer et je pourrais choisir de montrer seulement les formulaires où il y a des pièces jointes. Donc ici, je peux voir qu'il s'agit d'un 5008. Je peux même venir ouvrir le document directement à partir de TaxCycle en cliquant sur le lien de la trombone ici et je vois mon document qui s'ouvre. Il est important de mentionner ici que le document ne doit pas être déplacé, parce que s'il est déplacé, il change d'adresse et TaxCycle ne pourra pas le retrouver. Je vais maintenant passer aux options pour vous parler de mon prochain item, qui sont les jeux d'impression pour la T1 et TP1. L'année dernière, à la demande populaire, les jeux d'impression qui comprennent les 2 déclarations T1 et TP1 ont été ajoutés. On les retrouve ici. Copie client de la T1 et la TP1. Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez venir le supprimer ici ou vous pouvez simplement le décocher ici et il n'apparaîtra pas dans le volet latéral. Moi, je vous conseille de le désactiver tout simplement parce que si vous le supprimez et que vous en avez besoin plus tard, vous allez devoir venir restaurer les jeux d'impression par défaut ici, ce qui va avoir comme effet de restaurer tous les jeux d'impression, même ceux que vous avez créés ou personnalisés. Donc, simplement en venant désactiver ici, vous allez être en mesure de revenir le réactiver si plus tard vous en avez besoin. Les prestations dues à COVID-19 payées par les gouvernements seront déclarées sur un T4A et un relevé 1 et reportées sur les lignes autres revenus du T1 et TP1 tels qu'inscrits ici. Est-ce qu'un employé peut déduire les dépenses liées à l'emploi pour une période où il a dû travailler à domicile en raison de la COVID-19? Peut-être. Chose certaine, le contribuable devra avoir un T2200 et un TP64.3 signé par son employeur. Pour ce qui est des dépenses qui seront admissibles, l'ARC Revenu Québec travaille encore à déterminer ce qui sera permis pour l'année 2020. Comme à chaque année, l'ARC et Revenu Québec ferment leur système en préparation pour la nouvelle saison d'impôts. Cette année, ils seront fermés à partir du 22 janvier 2021 jusqu'à la mi-février. Pour vous donner une petite idée, l'année dernière, ils ont réouvert le 24 février. On s'attend à ce que ce soit quelque chose de semblable cette année. Je vous rappelle de ne pas oublier de faire votre renouvellement TED le plus tôt possible pour éviter les délais et de mettre vos options à jour aussitôt que vous les aurez reçues. Présentement, l'acceptation de la signature électronique est temporaire. L'ARC et Revenu Québec s'efforce de le rendre permanent. Ils sont conscients que maintenant que la porte est ouverte, les gens s'y attendront. Ils nous disent qu'ils ont encore des mesures légales à prendre. Crédit canadien pour la formation. Le crédit qui peut être demandé est le moins élevé du montant maximal au titre du Crédit canadien pour la formation tel qu'indiqué sur l'avis de cotisation de 2019 ou la moitié des frais de scolarité admissibles payés à un établissement canadien admissible selon le T2202. L'année où le contribuable a 65 ans est la dernière année où il peut demander le crédit, après quoi la limite tombe à 0 et il n'y a plus de cumul. TaxCycle a ajouté une feuille de travail qui démontre le calcul de la limite pour 2021 et du crédit demandé pour 2020. Crédit d'impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques
est un crédit d'impôt non renouvelable pour un montant payé par un particulier entre janvier 2020 et décembre 2024 pour un abonnement aux nouvelles numériques admissibles. Pour être admissible, l'organisation doit avoir été désignée comme organisation journalistique canadienne qualifiée. Seul le particulier qui a conclu l'entente peut réclamer le crédit. S'il y a plus d'un particulier, le montant payé peut être partagé à condition que le total demandé ne dépasse pas le montant maximum qui aurait été accordé si un seul particulier avait fait la demande. Il n'y a pas d'équivalent provincial, il s'agit simplement d'un crédit fédéral. Ici, c'est juste un rappel sur la bonification du régime des rentes. Sous le régime de base, entre 2019 et 2023, le taux de cotisation augmentera de 1 %. Le taux du RPC, qui était de 5,25 % en 2020, passe à 5,45 % pour 2021. Le taux du RRQ, lui, passe de 5,7 à 5,9 %. La deuxième partie, soit le régime supplémentaire, va commencer en 2024. Nouveau pour les T2, à partir de 2020, la date d'échéance varie selon l'année d'imposition. La nouvelle version de T2 a les nouveaux formulaires d'une vingtaine de pages, mais s'affiche que si l'année d'imposition commence en 2021. Pour les années précédentes, ça va être l'ancienne version de 8 pages qui va s'afficher. Cette année, on a décidé de rajouter plusieurs formulaires CO17. Les 4 que vous voyez ici présentement sont déjà dans la version qui est sortie en décembre. Et voici la liste des 9 formulaires qui seront ajoutés dans la version de janvier et février 2021. Pour T3, soyez prêts. À partir de 2021, le gouvernement demandera plus d'informations sur les bénéficiaires, les fiduciaires et toute autre entité qui peut influencer la fiducie. Présentement, s'il n'y a pas de revenus, pas d'impôt à payer ou pas de distribution fiduciaire, les fiducies ne sont pas tenues de produire une déclaration. Avec les nouvelles exigences, elles vont l'être. Ne pas oublier, le budget de 2018 propose d'introduire des nouvelles pénalités pour défaut de produire une déclaration T3. L'annexe H, soit le crédit d'impôt pour aidant naturel, est changé pour crédit d'impôt pour personnes aidantes. Il n'y a plus de demande séparée pour le conjoint. Les montants maximum et minimum diffèrent selon l'âge et la cohabitation. C'est ici que se termine la présentation. J'espère que ça vous a été utile et je vous dis à bientôt.